tous. Au nom des programmes de formation continue en management, ressources humaines et carrière des 4 universités romandes, nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Salon RH. Nous tenons à remercier le service de la formation continue de l'Université de Genève qui, chaque année, nous accueille sur le stand de la formation juste ici derrière vous. Je ne vais pas prendre plus de temps, juste vous annoncer que cette année, nous accueillons donc Claudio Chiacchiari de Saisir le Temps et Erwan Bellard de l'Université de Genève pour une expérience Teamship. Merci Nadine. Bonjour, bienvenue à la conférence Teamship. Teamship, nous allons le voir, c'est un mode de gestion qui ne remplace pas le leadership, mais qui le complète. Ça fait maintenant 12 ans que nous enseignons avec Claudio Chiacchiari dans les formations du MAS, un partenariat entre 4 universités romandes et l'Université de Genève avec la faculté de la GSM, et que nous travaillons sur les domaines de l'interdisciplinarité, le travail en équipe et la créativité. Ce que nous allons présenter aujourd'hui est vraiment le fruit des échanges, des réflexions, des travaux aussi que les étudiants ont fait au cours de ces formations. Un premier constat, le monde dans lequel nous vivons est agité par de grands changements technologiques, des disruptions, mais aussi économiques et sociétaux. Et ces changements bouleversent le monde du travail, et en particulier la question du travail en équipe. Aujourd'hui, sur le constat qu'on a fait en rencontrant plus de 1200 participants, on se rend compte que travailler en équipe, former une équipe reste fondamental. Mais de plus en plus, il s'agit de savoir faire équipe, avoir une dynamique d'équipe avec des gens d'un autre étage, d'un autre secteur, d'une autre organisation, sur des temps plus ouverts, qui sont plus brefs aussi. Et donc, l'enjeu s'élargit, si on veut. On propose une définition qui est évolutive. Teamship, c'est vouloir, savoir, pouvoir, interagir seul ensemble, au sein d'une équipe et entre équipes. Avec le vouloir, il y a la notion du désir, désirer interagir avec d'autres. Avec la question de savoir, il y a l'idée centrale qui consiste à dire que travailler en équipe, c'est une compétence. Certains le font mieux que d'autres. Enfin, le pouvoir travailler en équipe, seul ensemble, c'est une question de contexte. On doit avoir une certaine autonomie et du temps pour faire les choses avec d'autres. Interagir, on hésite beaucoup sur ce terme, enfin on est convaincu par ce terme, se trouve entre travailler et jouer. Il y a une dimension ludique, de gratuité du geste, si on veut, dans ce qu'on entend par Teamship. Évidemment, il y a aussi une question de travail. Mais ce qui est au cœur, effectivement, c'est des interactions fortes. Seul ensemble, on oublie peut-être que travailler en équipe, c'est quand même toujours continuer de faire essentiellement du travail seul. Mais seul d'une certaine manière, seul relié à un ensemble, qu'il soit partiel ou complet. Teamship essaye aussi de raisonner dans ce va-et-vient entre le seul et l'ensemble. Puis enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut plus se borner de penser Teamship au sein d'une équipe, mais aussi entre équipes. Alors la question qu'on pose après, c'est quelles sont les conditions qui pourraient favoriser Teamship. Encore une fois, sur la base des constats qu'on a faits, ce n'est pas exhaustif, mais on a pu extraire une série de conditions qui nous paraissent centrales. La question de la combinaison et des rôles, la question d'un espace-temps, la question d'un but, la question de règles du jeu, la condition de processus, de méthodes et de techniques, et enfin, une autre condition qui serait les outils technologiques. Première de ces conditions, combinaison et rôle. Combinaison, on peut poser au moins 3 questions. Qui va interagir seul ensemble? Au sein d'une équipe, il n'est pas forcé que tous interagissent. Alors, il y a des questions de choix, de compétences, de profils, de métiers dont on a besoin. Il y a aussi la question qui est souvent oubliée, c'est combien, dans les travaux qu'on fait mener à nos participants, quand ils travaillent par groupe de 12, il y a des pertes de processus considérables. Il y a une taille optimum à trouver, et en général, quand on est trop, on peut très bien subdiviser.
Il y a une troisième question, c'est la question des styles, qui est peu évoquée. Il y a un article remarquable qui est sorti sur le sujet, où on identifie 4 manières de travailler, et on se rend compte que si on ne sait pas apparier les manières de travailler, on a des problèmes d'interaction. Je donne juste un exemple. Les auteurs, un article Harvard Business Review nous évoque le cas de pionniers qui poussent, ils vont très bien en fait, paradoxalement, avec des gardiens qui, eux, sont très méticuleux. Ils doivent apprendre à travailler ensemble, mais le pionnier a la grande vision, le gardien a le détail. Donc la question des styles permet de combiner. Et puis enfin, il y a une question qui nous a paru largement sous-estimée, c'est la question des rôles. La question des rôles, ce n'est pas la question des tâches. Un grand cuisinier disait ma tâche, c'est de bien cuisiner, mais mon rôle, c'est de réunir des gens autour d'une table pour un repas convivial. Il en déduit donc que la moitié du job, pour que son auberge fonctionne, c'est la qualité du service. Une fois qu'il a défini son rôle, eh bien, la nature des interactions avec les gens qui font le service change. C'est 50% du succès. Et donc, bien définir des rôles peut changer, améliorer la qualité des interactions. Et encore une fois, l'enjeu ici se situe non seulement au sein d'une équipe, mais on a observé dans de nombreux cas que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'interagir adéquatement avec l'étage au-dessus, avec les informaticiens, par exemple, avec le secteur qui se trouve à l'autre côté de la ville, ou avec une autre organisation. Ça devient tout à fait central. Deuxième condition. Notre constat, c'est que les équipes ont beaucoup de mal à exister entre le temps que vous, sans doute, et moi, je passe la tête dans l'écran et le temps qu'on passe dans des réunions improductives à être ensemble. Et donc, ce que nous on a pu observer quand on travaille avec ces cadres dans nos formations, c'est que les équipes qui sont performantes, qui ont une identité, sont des équipes qui font ensemble. Qui font ensemble. Faire ensemble, hein, ça ne veut pas être ensemble. Hein, on distingue ici 4 niveaux. Le premier niveau, c'est être ensemble. Bon, j'imagine qu'il y a plein de situations où vous vous retrouvez au niveau professionnel avec d'autres, mais vous êtes juste ensemble. Le deuxième niveau, c'est faire ensemble. C'est réaliser même des tâches très très simples ensemble. Et je vous pose la question, est-ce que dans vos équipes, vous réalisez encore ces tâches très très simples qui demandent parfois même pas d'être deux pour le faire, mais ensemble. Ensuite, on a le fabriquer ensemble et le créer ensemble. Et notre hypothèse, c'est de dire qu'il est difficile de demander aux équipes de fabriquer ou de créer s'il n'y a pas le faire ensemble. Et le problème, c'est que ce faire ensemble aujourd'hui, avec la pression que vous avez sur les coûts, la pression que vous avez dans vos institutions, dans vos organisations, on a généralement pas, on ne le prend pas, ce temps du faire ensemble. Et donc notre message, c'est aussi de trouver du temps, des lieux, des moments où ce faire ensemble va exister. Un exemple très simple, au lieu d'inviter des personnes à venir à une réunion, participer à une réunion, en leur disant voilà, venez, on va s'exprimer sur un point de vue, demandez-leur de préparer une dia, de faire ensemble quelque chose par rapport à une question, à une idée ou à un projet. Demandez-leur de préparer, de faire quelque chose en binôme, en trinôme, etc. Et vous avez dû faire ensemble. Troisième condition, ce qu'on observe, notre constat aussi, c'est que les équipes, très souvent, sont rivées sur les objectifs. Sont rivées sur ce qu'on appelle des objectifs opérationnels, SMART très souvent. Ces objectifs, ils peuvent être individuels, mais ils peuvent être collectifs. Puis on observe de l'autre côté des équipes, quand on leur dit « mais c'est quoi la vision de votre institution ?», qui ont beaucoup de mal à incarner cette vision. Notre message, c'est de dire que les équipes doivent avoir finalement, ne peuvent pas penser seulement aux objectifs et à la vision, mais d'avoir un but commun qui soit spécifique, donc qui soit proche des objectifs, mais qui soit aussi poétique. Ah, poétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cadre de notre jeu, on fait l'expérience où on demande aux personnes de mettre un titre sur leur production musicale. Et le résultat est époustouflant dans le sens où leur production est plus poétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est plus singulière, ça veut dire qu'elle est plus polysémique, ça veut dire que les gens peuvent s'identifier de manière très personnelle au but. Ce n'est pas un objectif justement qui leur a été assigné. Ça veut dire qu'il est sans doute onirique, qui fait appel à l'imaginaire des individus, à leur culture, à leur expérience collective, et généralement il est incarné et résonnant, et résonne avec l'expérience et l'imaginaire collectif.
Un exemple, on a eu un très très beau travail d'étudiants qui devaient travailler sur une équipe qui dysfonctionnait d'un point de vue de la communication, trop d'informations, trop de communication, et il fallait améliorer leur projet pour réduire, ils l'ont appelé Ludwig, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils devenaient sourds. Et à partir de là, le projet a été moteur et s'est lancé, parce que ça résonnait aussi avec des choses qui dépassent même le cadre organisationnel et qui font partie de l'imaginaire et de l'expérience collective. C'est un peu moins poétique, mais tout aussi important. Pour, au fond, jouer, il faut des règles du jeu. Les règles du jeu délimitent le cadre. Elles permettent de savoir quand on est hors jeu aussi. Et les règles du jeu, ce n'est pas les règles, ce tombereau ou les normes, disons, formelles. Et ce n'est pas les valeurs. On va dire que les règles du jeu ont le style des règles. En principe, elles sont brèves. Par contre, elles doivent être très peu nombreuses, essentielles, permettre de travailler ensemble, de jouer ensemble. Si elles ont le style des règles, elles ont l'esprit des valeurs. Elles incarnent quelque chose de beaucoup plus important et d'élevé. Ces règles du jeu, pourquoi faire? Pour garantir le bon déroulement du jeu, donner un cadre qui libère, en fait. Et puis développer l'autonomie dans l'interdépendance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a eu un exemple très beau, service des urgences, infirmerie. Quelqu'un nous disait, nous, notre règle du jeu, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Parce qu'à n'importe quel moment, quand on a un temps de calme, eh bien, on doit ranger des choses, on doit faire tous ces petits gestes nécessaires sans attendre, parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir quelque chose de dramatique qui arrive. Si quelqu'un arrive dans l'équipe et qui n'est pas au courant de cette règle du jeu et qui va fumer la pipe comme moi je le ferais si on ne m'avertissait pas, eh bien, il y aura des problèmes d'interaction, ce sera difficile de travailler ensemble. Dernière chose, on montre dans nos cours, par exemple, un nuage de passereaux qui fonctionne avec une règle du jeu très simple. Il y a des merveilleux nuages qui se forment. La règle du jeu est dans les gènes, c'est pas plus d'1 mètre, pas moins de 50 cm. Et puis tous ces nuages se déplacent, ils ont une immense autonomie, tout en faisant de très belles choses. L'avant-dernière condition, c'est ce qu'on peut constater aussi, pour TeamShip et parfois pas peu présent, c'est que les équipes, les collectifs ont beaucoup de mal à traduire justement ces normes, ces règles du jeu dans des méthodes ou dans des processus ou des techniques de travail collectif. Et les équipes qui sont pour nous les plus performantes et les plus créatives sont celles justement qui arrivent à par exemple, si on prend l'exemple très simple, notre norme en tant qu'équipe, c'est de dire toutes les idées comptent, nous avons une culture du débat, du partage, etc. Comment techniquement cela est réalisé dans le travail collectif? Est-ce qu'il y a des techniques de provocation? Est-ce qu'il y a des techniques d'association d'idées? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent, par le vote pondéré, de tenir en considération? Ce qu'on observe, c'est que souvent ces techniques ne sont pas présentes, sont très peu présentes. Et la deuxième, donc, c'est que ces méthodes et techniques doivent incarner les valeurs, les normes et les règles du jeu, parce qu'elles articulent et elles facilitent le travail. Elles demandent de la rigueur, de la méticulosité, et en même temps, il faut être capable d'être flexible. C'est-à-dire que si ces techniques, elles sont défaillantes, il faut arrêter de les reproduire. Donc il faut avoir cette capacité à changer régulièrement ou à améliorer ou faire évoluer ces techniques. Enfin, la question des outils qui relient, on parle ici d'outils technologiques, on ne peut plus s'en passer. Ce qu'on constate, c'est que la communication aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt des flux qui inondent. Les partages de données et d'informations, c'est fractionné, ça atomise, ça empêche de travailler correctement. Et le pilotage est plutôt là pour contrôler, c'est ce qu'on ressent, que pour des choses positives, on va dire, pour mieux relier et mieux interagir. Donc, au fond, ce qu'on préconiserait, sans être des spécialistes, c'est la communication doit permettre d'interagir efficacement. Les outils de partage de données et d'informations doivent permettre aux acteurs de gagner en autonomie, et les outils de pilotage et de planification doivent permettre aux acteurs de contrôler leur travail eux-mêmes, et puis au fond de progresser aussi en ayant des indicateurs fiables. Ça nous amène à une conclusion. Une première approche de gestion, management, leadership, toujours valable évidemment. Elle a
elle peut se comparer à la première approche de gestion dans la mesure des séismes qui consistait à prévoir. Aujourd'hui, dans un monde changeant, ouvert, qu'on a un peu décrit, parfois ça ne suffit plus. Et quand il y a un séisme, une nouvelle personne qui intègre une équipe, une nouvelle procédure, eh bien, il arrive que ça crée des dégâts. Teamship, c'est un changement de paradigme, au fond, qui vient s'additionner au paradigme précédent. Ici, vous voyez qu'on ne peut plus tout prévoir, comme dans les séismes, donc on se dit on va essayer de prévenir. Et on va construire antisismique avec des éléments qui sont autonomes les uns par rapport aux autres. On voit les petits éléments, par contre, qui sont chaînés entre eux, qui sont interdépendants. De telle manière que lorsque le séisme se produira, eh bien là, en principe, ça va travailler, interagir de telle manière que, vous voyez, je le refais, parce que c'est scientifique, il ne s'est rien passé. Il y a eu un séisme et tout s'est bien passé. Alors, ce paradigme, au fond, c'est une autre posture pour les cadres. On s'adresse aux cadres. Teamship, additionné à leadership et management. Teamship, c'est trouver les conditions qui permettent de favoriser cet interagir seul ensemble. Ça demande aussi de poursuivre un autre but. Aujourd'hui, le but qu'on entend partout, c'est client, patient, usager au centre. Bien sûr, il ne s'agit pas de le remettre en question, mais Teamship, c'est poursuivre aussi les interactions fortes au centre entre les acteurs qui s'occupent du patient, du client, etc. Ceci non seulement au sein d'une équipe, mais aussi entre les différentes équipes, chercher des interactions fortes entre les différentes équipes qui sont amenées à souvent travailler ensemble. On peut aussi penser Teamship entre les différents secteurs d'une organisation aujourd'hui. Et on peut aussi penser Teamship entre diverses organisations, puisque les outils aujourd'hui nous le permettent très facilement. Pour conclure, le poète Goethe a dit « Il y a un abîme entre aimer une fleur et fabriquer une fleur. » Teamship, c'est plus proche de fabriquer la fleur. C'est une réponse complexe à la complexité, mais ce qui peut rassurer peut-être, c'est que dans le complexe, il y a toujours quelque chose de simple. Eh bien, une fleur comme Teamship, nous pensons que c'est naturel et que c'est beau. Merci.